Chapitre 9. Dans le cratère. Sérieux, lança la poisse, les sourcils relevés, un sourire condescendant étirant ses lèvres. Tu penses vraiment qu'il y a les martiens natifs qui se baladent sous nos pieds? Et si je te disais que oui? Elle éclata de rire. Ben tu sais quoi, peu importe. J'ai dit que je voulais faire partie du truc, alors tu peux compter sur moi. Le pick-up redémarra, filant à travers les plaines désertiques sous la lumière croissante de l'aube martienne bleutée. Les projecteurs découpaient des ombres profondes dans le paysage, et la poisse avait activé les capteurs de terrain et surveillé le GPS pour s'assurer qu'il ne tomberait pas directement dans le cratère qu'ils cherchaient. Quand ils arrivèrent enfin, le cratère apparut comme une immense gueule noire, menaçante et insondable. Aucune lumière n'y pénétrait en cette heure matinale. David descendit du véhicule et marcha lentement jusqu'au bord, la lumière de son hyperlink à pleine puissance. Il dirigea un rayon lumineux dans l'abîme, mais la lumière semblait être avalée par le vide. La poisse s'approcha. « T'es sûr que c'est là ?» demanda-t-elle, fixant le néant. « Selon les cartes, c'est ici, » répondit-il en consultant encore une fois l'affichage 3D projeté au-dessus de sa main. « C'est à la verticale de ce point précis que la caverne est au plus proche de la surface, » ajouta-t-il en faisant tomber du rigolite avec son pied. Après un long silence qui ne fut pas rompu par l'impact des pierres en contrebas, David demanda. « On est loin du dôme ?»« 2-3 kilomètres, facile. »« Peu de chance que quelqu'un passe par ici par hasard. »« Alors go, » ajouta-t-il simplement. La poisse s'activa. « Bon alors, c'est quoi le plan ?» David retourna au pick-up et en sortit la boîte récupérée à Wingrad City. Il l'ouvrit et en vida le contenu. « Tu connais ?» demanda-t-il. La poisse fit non de la tête. Elle observa une toile d'araignée en forme de double hélice d'ADN repliée. « Au pif, je dirais une échelle ?»« Bingo !» admit David en la déroulant. « C'est des nanotubes de carbone. 100 fois plus résistants que l'acier, résistants aux variations de température, à la corrosion chimique et à l'usure mécanique. Parfait pour les environnements extrêmes de l'espace. C'est assez cher et surtout très dangereux. C'est une chance que le Conseil en ait eu une sous la main. » Pendant que David installait ses projections pieds-mains en Kevlar, la poisse poussa un soupir de soulagement. « Ouf, j'ai eu peur, je connaissais surtout les pièges de filaments. C'est ces fils extraordinairement fins et tranchants, une fois tendus, ils peuvent découper à travers n'importe quoi. Même les tissus les plus résistants. C'est tracé à mort ce truc, ils sont plus utilisés que par les pirates des astéroïdes maintenant. T'avais pas plus discret pour jouer les spéolos à faible gravité? Ça c'est un coup à voir débarquer des patrouilleurs interstellaires, ajouta-t-elle en tripotant la bille métallique du bout de l'échelle. Hop hop hop, pas de touche, c'est la sécurité, fais gaffe. Il reprit délicatement la bille des mains de la poisse et la manipula avec précaution. Une rotation rapide et calculée provoqua un petit déclic sec. Lorsqu'il lâcha, un petit point rouge était apparu à la base de la bille. Après avoir épousseté le sable pour atteindre la roche, David fit les gestes d'un magicien découvrant ses manches. Et maintenant, admire. Il se pencha et d'une légère pression appliqua le point rouge contre la pierre légèrement bleutée par le ciel matinal. Quand il le relâcha, l'engin resta fixé à l'endroit où il était placé. « Tada ! Vas-y, soulève » dit-il. La poisse le regarda intriguée, puis se pencha et tira sur la bille, raffermit sa prise, et puis tira plus fort. Elle leva les yeux vers David et dit sarcastique. « Ah, tu l'as collé, c'est bien !» David sourit. « C'est plus que de la colle, c'est de la colle moléculaire. Ça ne fait pas adhérer les surfaces par pression ou en remplissant les espaces, ça lie les hydrogènes, les atomes quoi. C'est au point de s'échanger les électrons. Quand on désactive la sécurité et qu'on presse la bille, un laser pulsé au niveau du point rouge fait fondre la roche sur 20 cm et à la jonction, l'échelle devient de la pierre. Voilà. Et comment tu récupères ton échelle ? Il approcha son hyperlink de l'échelle et appuya sur l'un des deux points apparus sur le dos de sa main. La bille roula. Et voilà, les nanotubes ont récupéré tous leurs électrons à proximité de la bille. La poisse s'accroupit, constatant que la roche était devenue parfaitement lisse là où se trouvait la bille quand elle était fixée. David Starr poursuivit. « J'ai assez de vivres pour une semaine, mais seulement 2 jours d'oxygène. Attends quand même une semaine pour apporter ça au quartier général du Conseil. » Il lui tendit un papier. « Eh, une minute, tu crois vraiment que les aliens de Maminova ? J'envisage toutes les possibilités. Je peux tomber, le fil peut me découper, l'ancrage peut céder. Mais la question qui me dérange le plus, c'est est-ce que je peux compter sur toi ? » « Ah bah merci, dit la poisse déçue. Je suis censé attendre une notification sur mon hyperlink pendant que tu es le seul à t'amuser ? Tu veux que je prépare aussi des tartines pour ton retour ? C'est le principe d'une équipe, la poisse, tu le sais, non ? » Il leva les yeux vers l'horizon martien où le soleil commençait à se lever, illuminant le ciel de sa lumière bleutée et irréelle. La fissure, quant à elle, restait un abysse insondable. La nuit éternelle du cratère ne se dissiperait que lorsque le soleil se trouverait à la verticale. D'un geste décidé, David balança l'échelle dans le précipice. La fibre, solidement fixée au rebord de la crevasse, glissa silencieusement le long de la paroi.
Ils entendirent bientôt l'autre bille heurter une ou deux fois la paroi, 30 mètres plus bas. David tira sur l'échelle pour vérifier l'ancrage. Et saisissant l'échelon supérieur, il se laissa glisser dans le cratère. La sensation de flottement en s'enfonçant dans le vide était étrange, la vitesse de chute moitié moins forte que celle sur Terre. Étonnamment, son poids restait presque normal en raison des 2 réservoirs d'oxygène supplémentaires accrochés à son dos, les plus grands qu'il ait pu trouver. La poisse le regardait les yeux grands ouverts. « T'es sûr de ton coup, David » lança-t-elle. David répondit. « Tu peux y aller et ramène les documents au conseil. Ouais, moi je garde l'overboard, par contre. »« Ok, » dit la poisse. Un overboard pouvait parcourir près de 100 km en utilisant sa propre énergie. Cependant, ces engins étaient loin d'être confortables et n'offraient aucune protection contre les radiations, le froid intense ou les tempêtes de sable. Mais c'était mieux que rien, et il valait mieux les utiliser plutôt que d'attendre des secours improbables. David plongea son regard vers le bas. Il faisait trop sombre pour distinguer l'extrémité de l'échelle, dont les arêtes brillantes se fondaient dans la grisaille, telles 2 lignes de pêche chatoyant dans l'obscurité des grands fonds. Laissant ses jambes pendre librement, il descendit lentement le long de la paroi, comptant les échelons. Lorsqu'il atteignit le 80e, il vérifia sa position sur l'écran. Les données locales étaient bien affichées, mais à cette profondeur, il avait déjà perdu le réseau. Il se sentit bien seul et chercha du réconfort en levant les yeux. Une vaste étendue de ciel s'étalait au-dessus de lui, et il savait qu'elle aussi saurait durer de plus en plus au fil de sa descente. Il ramena à lui l'extrémité libre de l'échelle, après s'être assuré à un échelon avec un mousqueton en kevlar pour libérer ses mains. Il fixa fermement la bille inférieure à la falaise, s'assura au mousqueton à ce nouveau point de départ, et libéra la tâche supérieure. Il attendit que l'échelle finisse sa dégringolade pour poursuivre sa progression. Il fit pivoter l'échelle ainsi tous les 80 barreaux, en vérifiant à chaque étape de faire une descente aussi verticale que possible. Au bout de 6 heures sans aucun interstice dans son champ de vision pour ne serait-ce que poser les pieds, David fit une pause, les muscles endoloris. Il reprit son souffle et en profita pour siroter goulûment, à tour de rôle, les drink bags remplis d'eau et de boissons nutritionnelles. David songea avec dépit que la remontée sera beaucoup plus lente que la descente, et celle-ci était déjà abominablement lente. Il ne devait pas être à plus d'1,5 km de profondeur. Pour éviter de penser à la remontée, où il faudrait en plus contrôler les mini-drones pour qu'ils aillent accrocher les billes, il essaya d'ouvrir une notification santé de son hyperlink qu'il recevait depuis plusieurs jours. Le bracelet répondit. Vous avez des carences en calcium, iode et zinc, c'est habituel aux terriens voyageant dans l'espace. Votre thérapie génique pour réduire la perte osseuse et vos bactéries phototrophes qui synthétisent le calcium ont besoin d'un apport extérieur. Il est conseillé de finir vos portions d'algues nourries et de fèves en priorité. Oui, maman, répondit-il tout haut. Même si on n'a plus besoin de s'enfiler des tonnes de viande d'animaux à longueur de jour comme à l'époque préatomique, c'est vrai que sur Terre on mange comme on veut. Sous ses pieds, il n'y avait que les ténèbres, et au-dessus de lui, la bande de ciel pourpre s'était encore rétrécie. À sa montre, il était 11 heures. Le soleil serait bientôt au zénith. Il savait que les cartes des cavernes martiennes dataient d'il y a 5000 ans, basées sur des études des ondes traversant la planète de l'époque. Un petit écart, et il pouvait se retrouver à des kilomètres de l'entrée réelle. Et si en plus, au fond, il n'y avait pas d'entrée du tout, peut-être que ces cavernes étaient simplement des formations naturelles, comme celle de Carlsbad sur Terre. Il attendit à moitié somnolent, suspendu au-dessus du vide, entouré de silence et de ténèbres. Le froid vif commençait à l'engourdir. Tant qu'il bougeait pendant la descente, la chaleur de son corps compensait, mais depuis qu'il restait immobile, le froid s'insinuait en lui. Il était sur le point de reprendre sa descente pour éviter de geler, quand il aperçut une lueur au loin. Levant les yeux, il distingua les faibles rayons de soleil se frayant un chemin lentement dans la crevasse. En franchissant le rebord du cratère, le soleil avançait enfin dans la bande étroite de ciel qui persistait encore. En 10 minutes, la lumière atteignit son intensité maximale et le disque solaire devint pleinement visible. Il occupait un quart de l'ouverture de la fissure. David savait que la lumière ne durerait pas plus d'une demi-heure, puis la nuit reviendrait, implacable, pour 24 heures. Il tourna lentement sur son échelle, observant autour de lui. La paroi du cratère n'était pas lisse. Elle était marquée par des déchirements verticaux, comme si un géant avait tranché la roche martienne avec un couteau ébréché. La paroi opposée semblait plus proche qu'à la surface, mais David estimait qu'il lui faudrait encore descendre 1 ou 2 kilomètres avant de pouvoir la toucher. Mais tout ça, ça n'avançait à rien. C'est alors qu'il aperçut la tache d'ombre. Son cœur se serra, battant plus vite. Il y avait des ombres partout projetées par les irrégularités de la roche, mais celle-ci était différente. Elle avait une forme rectangulaire, avec des angles nets, presque parfaits. Cela ne pouvait être que artificiel, comme une porte immense taillée dans la roche. David saisit rapidement l'échelle, lança la première bille dans la direction de l'ombre, puis répéta le mouvement avec l'autre bille.
Il se dépêchait, espérant que la lumière du soleil durerait encore assez longtemps et que cette tâche n'était pas juste une illusion. Le soleil venait de traverser la fissure et remontait désormais la paroi sur laquelle David était suspendu. La roche qui avait pris une teinte rouge jaunâtre pendant quelque temps se fondait à nouveau dans un gris sombre. Par chance, la paroi opposée restait encore éclairée et la visibilité était suffisante. Il n'était plus qu'à une dizaine de mètres de l'ombre. Alors que la lumière du soleil vacillait et remontait le long de la paroi, l'obscurité se referma au moment où il atteignit la tâche. Il tendit la main pour attraper le rebord de la cavité creusée dans la roche. La surface était parfaitement lisse, sans la moindre aspérité, comme si elle avait été façonnée par une intelligence avancée. À présent, la lumière du soleil n'était plus nécessaire. Le faisceau de son hyperlink, faible mais suffisant, lui permettait de continuer. Il lança l'échelle dans l'ouverture et après avoir dégagé la bille, il l'entendit frapper contre la roche en dessous. Il y avait une corniche horizontale juste sous lui. Il descendit rapidement, se retrouvant sur une surface solide après plus de 6 heures en suspension. Il prit la bille, la fixa contre un rocher, roula l'échelle et la rangea. Il sentit pour la première fois en plusieurs heures les deux extrémités de l'échelle parfaitement libres. Il prit un moment pour observer les lieux. L'ouverture faisait environ 3 mètres de hauteur et 2 de largeur. Son hyperlink illuminait l'avant. Il pénétra dans la cavité. Mais il se retrouva rapidement face à une paroi lisse et impénétrable, l'empêchant de progresser davantage. Une nouvelle fois, cette roche semblait avoir été façonnée par une intelligence. Elle était sans doute une barrière mise en place pour stopper toute exploration. Soudain, une douleur sourde, intense lui perça les oreilles. Il se tourna instinctivement, comprit immédiatement ce qu'il se passait. La pression atmosphérique augmentait autour de lui. Il retourna rapidement vers l'entrée de la cavité, mais se retrouva face à un mur. Sûrement une roche qui avait glissé sans bruit pour sceller l'orifice. Son cœur s'emballa. Il se trouvait sans l'ombre d'un doute, dans un sas. Avec une infinie précaution, il retira son respirateur et inspira cet air nouveau qui, à sa grande surprise, était chaud et agréable. Il s'avança vers la paroi intérieure du sas, prêt à voir l'entrée de la caverne se lever devant lui pour lui dévoiler l'intérieur. Ce qui se produisit. Cependant, il n'avait pas anticipé un autre détail. Une fraction de seconde avant l'ouverture, il sentit une étrange pression, comme si ses bras avaient été soudainement plaqués contre son corps. Sans pouvoir réagir, il sentit ses jambes être prises à leur tour dans un étau invisible. Ainsi, au moment où la porte intérieure s'ouvrit et que l'entrée de la caverne se révélait à lui, David se retrouva dans l'incapacité totale de bouger, ses bras et ses jambes paralysés.